Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Donc, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Euh, on a un sujet aujourd'hui qui est un sujet polémique, hein, vous allez voir, hein. Et donc, en tout cas, ce que je voudrais, d'abord, je vais partager mon écran si vous le voulez bien, qui sera plus intéressant que moi. Donc, on va donc parler aujourd'hui de cette pensée unique qu'on nous impose. Euh, ce que je trouve très agaçant. Alors, je vous dis tout de suite, euh, je vais être un tout petit peu, on va dire un peu agressif, un tout petit peu provocateur, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Mais avant tout, je voudrais d'abord vous souhaiter une très bonne année. Très bonne année 2021. Alors, je ne veux pas dire qu'elle soit aussi bien que 2020, parce que ce ne serait pas une bonne prévision, hein. On va espérer que cette année, avec les vaccins, donc, on va pouvoir se sortir de cette pandémie qui est quand même très pénible et qui a bouleversé quand même la planète. J'ai appris que mes amis québécois, donc actuellement, sont particulièrement pénalisés. C'est vrai que ce Covid a l'air d'apprécier donc le froid, et pour ce qui est du froid, ils ont quand même un certain nombre, un certain avantage. Donc, on va espérer en tout cas que 2021 soit bien. Je suis convaincu, vous savez, qu'on aura pris des habitudes et que ce ne sera plus jamais comme avant. Alors, je ne dis pas qu'on va tous télétravailler en télétravail, c'est pas vrai, mais il y a quand même des choses qui ont changé. Alors, d'une manière forcée, c'est vrai, hein, mais ça permettra peut-être d'améliorer certains comportements, certaines façons de travailler. Donc, il y aura eu avant et un après. Donc, très très bonne année de toute mon équipe, hein, lemarçon.com, qui travaille régulièrement pour vous proposer donc les meilleurs sujets sur notre site. Alors, on va prendre de bonnes résolutions, si vous le voulez bien. Et pour commencer, donc, ce que je vous propose, c'est donc de ne plus croire à certaines affirmations qui constituent ce que j'appellerais de manière générique la pensée unique. Je trouve ça absolument pénible et exaspérant que l'on nous oblige à véhiculer des idées qui, la plupart du temps, sont, quand je dis pas, c'est presque tout le temps, sont fausses. Alors moi, je vais m'attaquer à ça aujourd'hui, hein, avec, bien entendu, ce n'est que notre avis, hein, mon avis. Il ne faudra pas transformer ça en une guerre de religion, hein, ce n'est pas du tout la question. Je serai encore une fois provocateur, donc n'y voyez pas malice non plus, hein. Et donc, de toute façon, tous les avis contraires à ce que je vais dire sont bien évidemment les bienvenus. Alors, si je vous provoque, c'est justement, c'est volontaire, parce que disons qu'à partir du moment où j'affirme des choses qui sont un peu péremptoires, je sais qu'il y aura des réactions qui vont être un peu vives. C'est tout à fait normal. Mais n'y voyez surtout pas une bataille d'Hernani ou une guerre de religion. Donc, on va s'attaquer, si vous le voulez bien, à 36 à 40 affirmations. Alors, cette pensée unique, ce qui m'exaspère là-dedans, cette pensée unique, on nous l'inculque sans finalement qu'on s'en aperçoive. Alors, tous les médias se tendent la main pour le faire. C'est la télévision, c'est les news qu'on récupère vis-à-vis avec Internet, c'est les livres blancs, toujours sponsorisés par X ou Y, de manière à nous distiller et insuffler donc quelques idées qui les arrangent, bien entendu. Toutes les présentations des fournisseurs, mais aussi les réseaux sociaux, dont on sait qu'une grande partie sont générés, tout au moins les commentaires sont générés par des entreprises dont c'est le travail, de faire pencher, on va dire, la pensée vers d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Alors c'est vrai en politique, mais c'est vrai également dans notre monde non du TI. Et puis aussi tous les journaux spécialisés. Alors je trouve ça assez épouvantable parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile. Alors vous me direz, on fait pareil. Non, on ne fait pas pareil. Non. Parce que moi, je n'ai pas d'intérêt à préserver, je n'ai pas de publicité derrière, je m'en moque. La question n'est pas là. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter donc une idée indépendante, car nous sommes indépendants, et donc on a le droit de dire, même le devoir, de dire que quand quelque chose ne va pas, on n'a pas des intérêts donc à protéger. Je peux vous assurer d'ailleurs que ça ne se passe pas toujours bien avec certains interlocuteurs, certains fournisseurs. Bon, vous me direz, c'est le pot de fer on est petit, bien entendu, mais quand même, hein, on est un peu gratte, on les gêne, et donc je revendique donc le fait de pouvoir dire ce que je pense être au moins une idée assez vraie, une vérité. Alors c'est très compliqué de se faire une opinion aujourd'hui, hein, d'autant plus que la matière que nous manipulons est une matière très diversifiée.
Vous savez nous, on traite tous les domaines hein, du TI. Et ça me rappelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la vieille époque d'IBM et de son influence sur la stratégie donc, de ses clients. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Du temps d'IBM dans les années 90, 85, 90, même si IBM dit le contraire, mais on a raison, hein, on peut discuter, mais on a raison. IBM avait quand même un rôle, avait une pression sur les directeurs de TI et voire sur les directeurs généraux des entreprises pour essayer de les canaliser vers leurs solutions. Ils avaient des méthodes qui étaient très limites du point de vue déontologique. Et moi, je pense que finalement, ça n'a pas tellement changé. Alors, bien entendu, ça se fait aujourd'hui d'une manière plus, voyez, plus transparente, c'est à travers des réseaux sociaux, c'est à travers la Google, vous voyez, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Quand on voit certaines décisions prises par des directeurs généraux ou des directeurs de TI aujourd'hui, qui partent sur des architectures qui me paraissent délirantes, on sent quand même la patte de certains fournisseurs derrière. Alors, je vous ai prévenu, hein, je vais être assez péremptoire dans mes affirmations, et encore une fois, ne prenez pas ça pour une guerre de religion. Donc moi, je pense que finalement, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, et que simplement, la manière d'influer donc les décisions des responsables de TI eh bien, est différente. Moins avec des gros sabots comme IBM avant, hein, mais ça revient quand même un petit peu au même. Alors, vous voyez ici, finalement, vous avez donc tout un tas de choses que je ne vais pas lire maintenant parce qu'on va les passer en revue les unes derrière les autres. Moi, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, que c'est un peu le monde d'Orwell, hein, 1984, avec Big Brother, qui me dit « tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ça ». C'est ahurissant, mais il suffit que vous regardiez réellement sur un sujet bien précis. Regardez bien comment convergent les suggestions et les propositions. C'est absolument sidérant. On a l'impression qu'ils sont d'accord. Et donc, ça ressemble beaucoup à Big Brother, donc, qui est le ministère de la vérité, qui est là pour travestir justement la vérité, et donc qui reçoit ce qu'est la vérité d'un jour. Et finalement, il n'a pas le droit d'émettre une opinion sur cette vérité ou pas, elle est imposée. Donc, je trouve que c'est un petit peu la même idée. Je rappelle quand même que George Orwell avait écrit son livre donc à la fin des années 40, donc au début des années 50, et donc il était, sans le savoir bien entendu, il était très prémoniteur hein, dans sa vision. Donc c'est tout ça que nous allons regarder. Alors vous allez voir, ça décoiffe. Hein. Alors, premièrement, tout ça, ce sont des vérités que l'on nous dit. Et moi, je vais essayer d'argumenter rapidement, parce que j'en ai 40, en une heure, ça va quand même pas être facile. Donc on va essayer un petit peu de démonter cette pensée. D'abord, la montée en puissance du cloud, on nous dit bien souvent que ça va prendre du temps. Mais moi, je crois que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai, d'abord parce que ça ira beaucoup plus vite que ce que l'on nous dit, pour des raisons qui tiennent à la réduction des coûts, à l'optimisation des ressources, et surtout, je pense, à l'amélioration du service. Parce que, fondamentalement, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, en fait, notre travail à nous, ce n'est pas de démarrer des serveurs. J'ai dit souvent, on est pharmacien, on est chimiste, on est distributeur, on est là pour faire un certain métier, pas pour démarrer des serveurs, pas pour démarrer le transformateur électrique à la place d'Hydro-Québec ou de l'EDF en France. Donc, ce n'est pas notre métier de faire ça. Donc, que quelqu'un le fasse à notre place, c'est une très bonne chose, d'autant plus que l'exploitation est relativement souple. Maintenant, les coûts, j'y reviendrai. Mais en tout cas, ça ira beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer. Deuxième chose, deuxième vérité que l'on assène depuis que je suis à l'école, donc ça fait un bout de temps, les mathématiques, rien ne peut se faire sans elles. On a l'impression que si vous n'êtes pas un mathématicien chevronné manipulant les équations différentielles avec brio, vous ne pourrez pas faire de l'informatique. Mais c'est totalement débile, débile. Dans la vie courante du TI, les mathématiques, elles ne servent à rien. Enfin, ça concerne évidemment les concepteurs, mais à ce moment-là, vous allez travailler chez IBM ou chez Google, hein, ou alors éventuellement certaines spécialités. C'est vrai que l'intelligence artificielle, pour s'y retrouver dans les algorithmes, il vaut mieux avoir quelques idées quand même assez claires sur les mathématiques, voire en analyse numérique. Mais c'est extraordinaire parce que ça ne sert à rien.
Hein. En dehors de ça, ça ne sert à rien. C'est un alibi souvent des formateurs qui essaient de donner une image un petit peu plus scientifique à leur formation, mais ça ne veut rien dire du tout. Je ne vois pas en quoi le fait de savoir résoudre une intégrale triple va m'aider dans la manière d'écrire un programme ou de comprendre le comportement d'une machine. Ça, c'est véritablement une utopie que l'on manipule et que l'on traîne depuis 50 ans. Cela dit, je reconnais qu'une certaine logique mathématique dans notre tête, ça peut nous être utile. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut nous être utile, par exemple, lorsqu'on va travailler avec des outils, des langages de modélisation, tels que UML, BPMN et des choses comme ça. C'est vrai que cette approche rigoureuse des mathématiques ne peut pas nous faire de mal. Vous voyez, mais ce n'est pas une obligation. Mathématiques et TI, ce sont deux choses différentes. Troisièmement, on me dit, la programmation objet, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais c'est dans la tête de qui, ça, hein? Si je vais écrire, mettre en place donc un petit serveur web pour présenter mes produits, est-ce que j'ai véritablement besoin d'utiliser Java, C#, C++ ou un langage fonctionnel? Enfin, il faut quand même arrêter de rêver. C'est vrai que c'est une tendance, la programmation objet, mais quand on y regarde de près, il y a beaucoup d'inconvénients, vous savez. C'est souvent un marteau-pilon pour écraser une mouche. Hein. C'est trop compliqué par rapport à un codage, sans être péjoratif, de type PHP, JavaScript et autres. De toute façon, on retrouvera JavaScript même avec le codage donc en langage objet. Et donc, ce n'est pas une obligation. Je trouve que les patterns, vous savez, ce sont les modèles de programmation, les modèles de conception. Eh bien, ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en place quand vous travailler avec C# ou avec Java qu'avec PHP. Ce n'est pas très différent, mais quand même. Hein. Donc, les performances, ce n'est pas parce qu'on fait de l'objet qu'on aura des performances, c'est faux. Quand on aura des sites Internet fortement sollicités, surtout n'allez pas faire du Java, allez faire du Node, des choses comme ça, parce que conceptuellement, c'est mieux fait, tout simplement. Et donc, ce n'est pas une obligation. Et par ailleurs, j'ajouterai un point, c'est que la formation donc, est souvent mal faite. On confond donc, ou plutôt on apprend une syntaxe, alors que la syntaxe, on s'en moque royalement, ça s'apprend en une demi-journée, enfin, j'exagère un peu. Hein. Par contre, les fondamentaux de l'objet, ça, on ne les apprend pas bien. Ce qui fait qu'on a des virtuoses de l'héritage, des malades de l'imbrication des boucles if, enfin, c'est complètement ahurissant. On a l'impression qu'il n'y a pas de vérité en dehors des langages objets. Et si vous n'êtes pas un développeur objet, ben vous n'êtes pas crédible. Ça ne veut rien dire. Vraiment, ça n'a pas de sens. On me dit par ailleurs que la programmation est une science. Alors là, certainement pas. La programmation, c'est une technique. Et j'ai eu l'occasion souvent de le dire, en attirant les foudres de mes amis programmeurs, bien sûr, mais de toute façon, je fais partie de la famille. C'est une technique, j'allais même dire, simple. En général, on applique, parce qu'on n'est pas libre, hein, on applique des API hein, qui existent déjà, on applique donc des patterns, donc des modèles de développement, des modèles de conception, et puis finalement, il n'y a pas d'appel mathématique, par exemple, là-dedans. Les seules choses que je vois en mathématiques qui pourraient se rapprocher un tout petit peu d'une science, ce sont peut-être les expressions régulières, ce qu'on appelle les regex, hein. Peut-être quelques opérations booléennes, mais ça ne va pas non plus tordre le cou à un canard, hein. C'est quand même pas compliqué. Et puis quelques expressions de mathématiques, mais au-delà de ça, ce n'est pas une science, c'est pas une science du tout. En fait, l'expérience des développeurs en programmation, elle est plus liée, en tout cas, elle n'est pas liée à une formation scientifique, mais beaucoup plus à des bonnes pratiques. On sait qu'on a fait des choses d'une certaine manière, hein, donc c'est vrai en particulier avec des langages objets et fonctionnels, d'autant plus que, de mon point de vue, les algorithmes, la programmation et l'algorithmique, c'est deux choses différentes. Maintenant, la plupart du temps, les algorithmes, on les voit à travers des API sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on se contente simplement de mettre en œuvre par des recettes de cuisine. Alors, bien sûr, ça paraît un peu péjoratif ce que je dis là, mais il n'y a rien de plus énervant aujourd'hui que d'entendre, je le vois sur les réseaux sociaux, d'entendre des comportements ou des commentaires des développeurs. On a un peu l'impression qu'ils contribuent, enfin qu'ils se présentent pour avoir le prix Nobel. Mais non, la programmation, ce n'est pas une science, c'est une technique. Il y a des bons programmeurs, il y a des mauvais programmeurs, de même qu'il y a des bons scientifiques et des mauvais scientifiques, mais ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir.
Autre point, alors vous voyez, je passe du coq à l'âne, hein, vraiment, on va aller se promener dans tous les domaines, dans tous les aspects de cette fameuse donc, pensée unique. Alors on me dit, en matière donc de sécurité, on nous dit il ne faut jamais payer les rançons demandées par les criminels. Peut-être, sauf quand ça vous arrive à vous. Parce que si vous avez un vendredi soir, vous vous retrouvez avec votre machine qui est chiffrée, et vous êtes vraiment en culotte courte, on ne sait pas quoi faire, on a une certaine tendance, malgré les recommandations, certaines tendances à payer les rançons. Voilà. Et même, regardez, les policiers et les shérifs américains ont payé des rançons aussi, hein, donc il n'y a pas que nous. Donc, si vous voulez, c'est un peu facile de dire d'une manière péremptoire, ne payez pas les rançons. Ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été de sécuriser les plateformes autour d'Internet. Malheureusement, ça, c'est trop tard. D'autant plus que le risque de ne pas payer, hein, il est donc plus grand que de payer. Si vous vous retrouvez finalement avec des plateformes qui sont sur nos serveurs, des plateformes qui sont bloquées, le coût induit en production, en récupération et en redémarrage peut être plus important. Donc je crois que c'est, vous voyez, d'autant plus que si vous ne payez pas, l'intransigeance attire l'attention. Or, ces gens-là, qui ont vraiment du temps à perdre, hein, je parle des criminels, eh bien, s'intéressent beaucoup aux gens qui les narguent, ou tout au moins qui les provoquent. Donc, il vaut mieux, je n'ai pas de recommandation à faire là-dedans, mais en tout cas, ne pas payer les rançons, ce n'est pas aussi évident hein, qu'on pourrait le dire. D'autant plus qu'il arrive que les criminels, alors c'est de moins en moins le cas maintenant, envoient les clés de déchiffrement. Ça a été vrai il y a quelque temps, maintenant ça commence à être un peu moins. Bon, donc, c'est une vérité que l'on peut en tout cas contester et qui fait partie de la pensée unique. Autre chose, la cyberguerre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des personnes qui sont parmi vous, là. On dit que la cyberguerre est un leurre, ça n'existe pas. Archi faux, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Les grandes puissances aujourd'hui se sont organisées pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Les États-Unis, la Chine, Israël, la France, les UK et la Russie, tout le monde se prépare à ça. Donc c'est faux de dire que ça n'existe pas. Hein. Les vrais risques aujourd'hui devant lesquels on se trouve, ce sont les attaques devant de structures industrielles et également la désinformation. Hein, genre Cambridge Analytica pour les élections américaines de 2016. Vous voyez, donc les fake news ou les deepfakes, en parlant de deepfakes justement, vous savez, ce sont des vidéos qui sont trafiquées. Grâce à la simulation du mouvement des lèvres, on fait dire à quelqu'un donc des choses qu'il n'aurait pas dites. Vous avez vu ce qui s'est passé donc ici au Capitole, donc à Washington, au Capitole de Washington, le président américain, donc Donald Trump, a publié une vidéo, je pense que c'était hier ou ce matin, pour dire non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Tout le monde s'est demandé si ce n'était pas une deepfake, si on n'avait pas mis sur la bouche de Donald Trump quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Et à la limite, ça peut se faire relativement facilement. Donc, vous voyez, c'est quand même très inquiétant, ça. Donc, c'est pas un leurre, hein, tout ça. Donc, en plus, il ne faut pas également amplifier les risques. Quand on parle de cyberguerre, on parle de quoi? On ne parle pas de la destruction physique complète, comme avec une bombe atomique. Il faut quand même un tout petit peu nuancer les choses. Donc, il ne faut pas amplifier artificiellement donc, les risques, ce n'est pas encore l'anéantissement de la planète. Et ça, vous voyez, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Quand vous dites qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes dans lesquels nos pays sont engagés, et je parle bien de nos pays, et ça tombe bien, puisque en ce moment, il y a des personnes qui viennent de Belgique, qui viennent de France, qui viennent d'Angleterre, qui viennent du Canada, qui viennent donc de Côte d'Ivoire, encore d'autres pays. Nos pays sont engagés. Il ne faut pas dire le contraire, c'est une vérité, il ne faut pas nous le cacher. Autre point qui, personnellement, c'est un peu du poil à gratter, c'est on me dit, les règlements, vous savez, le RGPD, c'est le règlement général de protection des données. On nous dit ça va nous protéger. J'ai un avis très différent. Je pense qu'effectivement, RGPD c'est une excellente chose pour protéger nos enfants ou les personnes fragiles. Là, on est d'accord. Maintenant, les données d'entreprise, avec RGPD,
on a confondu donc les données d'entreprise avec des données privées, et je pense que si on applique, on va dire, strictement donc les principes de RGPD, on ne peut plus travailler. C'est bien simple. Je vais devoir téléphoner à quelqu'un pour lui demander le droit de lui envoyer un message. Non, attendez, on marche complètement sur la tête. Donc ça n'a pas de sens. L'idée de base, évidemment, elle est bonne. L'idée quand même de vouloir protéger des enfants, c'est vrai. On n'arrive même pas à se mettre d'accord d'ailleurs sur l'âge, jusqu'à quel âge donc un enfant est un enfant. Bon, bien. Donc moi, il me semble que c'est quelque chose qui a été inventé par des théoriciens donc, qui sont à 350 années-lumière de la réalité des entreprises. Alors je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont l'avis exactement contraire. Je suis d'accord. Mais bon, je vais m'exprimer, je vais en profiter, puisque vous ne pouvez pas répondre, tant mieux, hein, autrement qu'en m'envoyant des messages. Voyez, donc, c'est inventé par des gens qui sont trop loin. C'est impossible. Et à mon avis, ça n'empêchera pas, donc, du fait du rapport de force qui est en faveur donc, des GAFAM, ça n'empêchera pas les GAFAM de faire commerce avec nos données. C'est une certitude. Donc, je pense qu'on va pourrir la vie des petites entreprises. Mais en même temps, c'est vrai qu'on protégera peut-être mieux les données vraiment personnelles, je suis d'accord, mais les grosses, à mon avis, elles ne sont pas perturbées, même si elles récupèrent on va dire une somme à payer pour avoir enfreint donc RGPD, à mon avis, ça ne les gênera pas beaucoup. On nous dit aussi, autre aspect donc, de cette pensée unique qui m'agace, c'est que les mainframes sont morts. Les grosses machines sont mortes. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis désolé. D'abord, ils représentent encore aujourd'hui 3% des serveurs, très bien, mais beaucoup plus en chiffre d'affaires. Chez IBM, ça représente à peu près de 8 à 10% donc, du chiffre d'affaires, et beaucoup plus en termes de bénéfices. Très intéressant, c'est tous nos honneurs, ce truc. Sauf qu'il reste encore 400 milliards de lignes de programmation COBOL. Alors, bien sûr, ce n'est pas sur des machines, ce n'est pas sur des mainframes. Mais qu'est-ce qu'on appelle un mainframe? C'est la machine et les programmes ou simplement la machine? Non. Pour moi, le mainframe, c'est aussi un serveur d'aujourd'hui qui tourne sous Unix ou qui tourne sous Linux et sur lequel on a du COBOL qui tourne comme il y a 30 ans. Or, il y en a actuellement 400 milliards qui continuent, donc continuent à tourner. Bon, et je prends l'engagement, et on fera un webinar donc à cette époque-là, en 2100, je pense qu'il y en aura encore au moins 50 milliards. 2100. Vous voyez? Bon. Alors, quels sont aujourd'hui, quand on regarde bien, vu d'un côté utilisateur, quelle est véritablement la différence qu'il y a entre un mainframe et un cluster? Moi qui développe du code, je développe du code sur un cluster à travers des API avec des compilateurs. Bon, bien sûr, il se passe des choses qui sont différentes derrière. Mais pour moi, l'utilisateur ou le responsable informatique, je veux dire, je ne suis quand même pas forcément impacté par ce détail-là. Donc je pense que, d'autant plus que tous les aspects techniques dont on s'occupait autrefois, c'est vrai, eh bien maintenant, ils sont cachés. Que ce soit des mainframes ou simulation des mainframes ou des serveurs, ils sont maintenant de plus en plus dans le cloud. Donc je pense que c'est une erreur absolue de dire que les mainframes sont morts, parce que ça fait croire également aux développeurs qu'il ne faut surtout pas faire du COBOL, parce que si on fait du COBOL, on est sur une voie de garage, c'est stupide. Donc il y a une espèce d'idée reçue, encore une fois, de pensée unique, qui jette le discrédit sur tout un pan de notre activité. C'est vrai qu'elle est un peu ancienne, mais bon, elle existe quand même, et il ne faut pas la négliger. Autre point, on passe encore vraiment donc, du coq à l'âne, hein. On nous dit que les véhicules autonomes, donc véhicules qui marchent tout seuls, c'est facile. Ben, attendez, les gens qui disent ça, il faut les enfermer tout de suite. Hein. D'abord, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une différence entre faire un véhicule autonome qui fait 100 mètres en ligne droite, vous voyez, ça tout le monde sait le faire, je le garantis, mais un véritable véhicule autonome, c'est pas ça. D'abord, il doit bénéficier donc des routes intelligentes. Il ne peut pas y avoir un véhicule intelligent s'il n'y a pas des routes intelligentes, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dépendre uniquement des réseaux cellulaires, 5G, 6G, 7G peut-être. Si jamais il y a des problèmes, eh bien, il faut pouvoir quand même fonctionner avec des capteurs qui sont dans la chaussée. Les protocoles qui existent, les fameux V2X, ne sont pas encore aboutis.
Et donc, on a un peu l'impression que c'est une espèce de démonstration de la capacité des fabricants de véhicules, commencé par Tesla, par exemple, et qui se d'ailleurs, dès qu'il voit un poteau indicateur quelque part, la première chose qu'il fait, c'est d'emboutir. Ils ne sont pas les seuls, vous me direz, pour faire ça, mais enfin, on n'est pas du tout arrivé à la maturité à laquelle on veut nous faire croire. Hein. Donc, d'autant plus qu'il ne peut pas y avoir de véhicule autonome s'il n'y a pas de modélisation de l'environnement, en particulier dans la modélisation du comportement des autres usagers. Alors vous savez comme moi que dès que vous mettez un volant entre les mains d'un monsieur, c'est moins le cas des dames, d'un monsieur qui par ailleurs est un bon père de famille tout à fait normal, vous lui mettez un volant entre les mains, il devient fou. Voilà. Et donc il fait n'importe quoi. Et ça, il faut savoir le modéliser. Modéliser la folie et le comportement erratique, on va dire, des autres automobilistes, ça fait partie du concept. Et donc, ça, on ne sait pas faire. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien pour l'instant, hein, sinon à créer, à mon sens, artificiellement des marchés nouveaux. Voilà. Donc, avec en plus un inconvénient, c'est qu'on ne pourra même plus s'insulter, ce qui est quand même très dommage. Ça nous permettait au moins d'avancer, d'améliorer notre vocabulaire d'insultes, qui est quand même très fleuri. Donc ça, pas avant 10, 20, 30 ans. Parce que c'est le problème de modélisation. Ce n'est pas du tout un problème de fabriquer une voiture, mettre des capteurs sans sait faire, que la voiture constate qu'elle n'a pas assez d'essence, donc elle va s'orienter vers la prochaine station d'essence la plus proche. Ça, c'est facile. Mais prévoir le comportement de l'abruti de droit qui vous fait une queue de poisson, ça, c'est moins évident. Or, c'est là que l'on en est. C'est un problème de modélisation. Donc, je pense que les véhicules autonomes, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Autre point qui fait partie de cette fameuse pensée unique, vous voyez, je n'épargne personne. Hein. Windows, on nous dit, est éternel. Et ça, c'est souvent ce qu'on entend dans les entreprises, sauf que ce n'est pas vrai non plus. Même chez Microsoft, le centre de gravité des systèmes d'exploitation s'est fortement déplacé vers Linux. Et on le voit, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une roadmap, donc on sait exactement vers quoi va aller Microsoft, avec d'abord une cohabitation entre Linux et Windows sur les mêmes machines. Dans un premier temps, c'est une sorte d'émulation. Par la suite, vraiment, les deux systèmes sont vraiment indépendants. Hein. Et donc, on voit bien que Microsoft va vers Linux. C'est une certitude. En plus, le système d'exploitation, j'ai eu l'occasion de le dire, ne compte plus autant qu'avant. Avant, c'était essentiel le système d'exploitation. Maintenant, ce n'est pas vrai. Maintenant, ce qui compte, c'est le navigateur. Et en particulier ses performances JavaScript, puisque toutes les applications, quasiment toutes, sont maintenant portées vers un client qui est un client navigateur, donc un client browser. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le système d'exploitation. Ce qui va compter, c'est le comportement du navigateur et de l'interpréteur JavaScript qui est à l'intérieur. Donc, oui, ça a changé. Voyez. Donc, Microsoft, maintenant, est tout à fait parti vers ça, et d'autant plus que Windows, c'est une calamité si vous voulez travailler sur des domaines tels que les IoT ou les mobiles. Alors, les mobiles, c'est fini, hein, ils n'existent plus, mais les IoT, c'est pareil. Et donc, on va dire l'empreinte système de Linux est quand même beaucoup plus faible. Linux est un système qui est conceptuellement mieux fait. Et incontestablement, il est beaucoup plus sécurisé, il est mieux structuré, il est plus modulaire. Windows a beaucoup de qualités, je ne dis pas le contraire, mais il a surtout la qualité d'héberger Word, Excel et PowerPoint et les autres. Vous voyez, c'est surtout ça, sa qualité. Maintenant, que vous le remplaciez par autre chose, mais que vous continuez à travailler avec PowerPoint sans voir la différence, ça vous sera totalement équilatéral. Vraiment, je pense que donc Windows n'est pas éternel, contrairement à ce que l'on nous dit. Autre point, on nous dit que les architectures de services sont incontournables. Alors ça s'appelle les SOA, les MSA, tous ces trucs-là. C'est vrai et faux à la fois. C'est faux quand on parle des SOA, tels que les avait présentés le Gartner en 2004. C'est une hérésie totale, pour des raisons qui sont liées à la définition des services en termes de granularité, de propriété, le fait que un service ne doit pas dépendre d'un autre service. Ce n'est pas possible à faire. Par contre, ce qui est possible, c'est des microservices ou des web services qui n'ont pas nécessairement une connotation métier, mais peut-être aussi des services techniques. Si vous voulez, on va dire que ce n'est pas possible de monter un système d'information sur des services, sauf à limiter son périmètre, son domaine. Donc ça, on sait faire.
Mais faire des systèmes d'information complexes, tels que les avait imaginés de Le Garner, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, on peut faire donc des architectures fondées sur des services plus petits, sauf que ça va être compliqué quand même, parce que organiser la cinématique de plusieurs milliers de microservices, c'est pas simple du tout. Ça va devoir passer d'ailleurs par une phase de modélisation du comportement de ces microservices pour aboutir, on va dire, à une fonctionnalité prévue. Hein. Donc, c'est pas très simple. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument que la réutilisation devienne obligatoire. Le fait de faire des services, ça sert à quoi? Ben, c'est parce qu'on veut réutiliser les services. Alors, dans le monde SOA du Garner, c'était trop gros, donc c'est pas possible. Par contre, avec les microservices et les web services, là oui, il faut donc qu'ils soient réutilisés. Mais encore faut-il que dans la tête des gens, et en particulier donc des développeurs, il y ait cette, on va dire, cette pensée, cette obligation d'écrire du code qui soit réutilisé. Donc, oui, dans la pratique, quand on voit ce qui se passe dans les équipes, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus tendance à produire, on va dire, des clones de ce qui existe déjà qu'à réfléchir à la réutilisabilité. Et ça, c'est un comportement qui est absolument inadmissible. Il faut écrire des choses qui soient, tout en étant évolutives, bien entendu, hein, et qui soient le plus possible monofonction, d'où l'idée donc des microservices, quand même suffisamment générique pour être pas recommencer tous les 5 minutes et qui plairont donc à des développeurs qui ont un peu tendance à dire que tout ce qui a été fait par les autres est mauvais. Donc, de ce point de vue-là, je serais un tout petit peu partagé. Vous voyez, SOA, je n'y crois pas une seconde. Par contre, les microservices, oui, mais à certaines conditions. On nous dit également que les clusters, les fameux clusters, la grande idée, c'est ça. C'est que maintenant, on a des clouds hybrides. Alors, on vous dit, vous mettez un cluster chez vous avec 1000 nœuds, et puis, quand vous avez besoin de puissance de calcul, vous allez donc prendre 1000 autres nœuds qui seront chez Google, qui sont ailleurs. C'est vrai, on peut effectivement monter des architectures hybrides. Ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Hein. D'un point de vue technique et d'un point de vue système, ce n'est pas aussi évident. Enfin, là, on se fait aider quand même par les fournisseurs du cloud. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est que le fait d'augmenter le nombre de nœuds d'une manière importante, eh bien, vous aboutissez à quoi? Vous aboutissez à une charge système qui devient très importante. Quand on regarde aujourd'hui les fameux HPC, les HPC, ce sont des machines propriétaires, puisque tout est propriétaire là-dedans, même Linux est propriétaire, les bus d'interconnexion entre les nœuds des clusters sont hyper rapides et ce ne sont pas des bus standards, ce sont des choses qui sont propriétaires. Et quand on regarde donc ces machines très puissantes, on dit on augmente le nombre de processeurs là-dedans, donc de nœuds, et on augmente la puissance de la machine. Oui, sauf que ça a tendance à synthétiser. La puissance, elle n'est pas extensible à l'infini. Elle finit par tendre, sans jamais l'atteindre, vers une limite qui est une asymptote. Et donc, on ne peut pas dire, je vais monter une machine de 500 milliards donc, de nœuds et je suis certain d'avoir une machine extraordinaire que ne battra jamais une machine quantique, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Parce que ce qu'on appelle en système, donc l'overhead system, donc la charge du système, devient exorbitante. Donc, ce n'est pas aussi évident qu'on veut nous le faire croire. Hein. Et par ailleurs, on confond toujours avec ces machines HPC qui sont quand même des machines très particulières, vraiment orientées vers le calcul scientifique. Il ne faut pas confondre ça avec, disons, moi qui fais une facturation, hein, et je veux faire une facturation avec des données qui sont réparties, et je voudrais que ces données soient également réparties sur le cloud de Microsoft ou de Google. Donc, ça ne va pas grandir à l'infini. Il y a donc des limites en termes d'extension. Autre point, on nous parle de pollution numérique. Pollution numérique, là aussi, j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Hein. Je commence à en avoir assez d'entendre tout le monde m'accuser de dire « toi, tu es un pollueur, tu démarres tes machines, tu dégages des gaz à effet de serre. » Il faut quand même arrêter 5 minutes. Nous ne représentons encore une fois qu'entre 2 et 4% donc, des gaz à effet de serre, donc de dioxyde de carbone, mais le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau, hein, et en particulier émise par les océans. Et cette vapeur d'eau donc, agit effectivement, on peut expliquer le principe donc, des gaz à effet de serre, mais on ne peut pas nous accuser de ça, c'est faux. Et alors ça, c'est les écolos, les écologistes qui maintenant ont mis le haro sur nous, vous les gens du TI, vous êtes des pollueurs de la planète.
C'est pas vrai, d'abord parce qu'eux sont les premiers pollueurs dans la mesure où fabriquer une éolienne ou fabriquer donc certains équipements, ça vous consomme beaucoup plus et ça vous dégage beaucoup plus de gaz à effet de serre et de métaux lourds comme on ne savait pas quoi faire que la pratique, on va dire, du TI. Cela dit, on est honnête, on est d'accord, on sait qu'il y a des pratiques qui sont dangereuses. Par exemple, le Bitcoin, à terme, pourrait être très dangereux parce que si on n'y prend pas garde, ça pourrait représenter entre 25% et 50% de la consommation électrique de la planète dans 20 ans ou 30 ans. Donc évidemment, il y a quand même une corrélation entre la consommation électrique et le dégagement de gaz de dioxyde de carbone, mais ce n'est pas nous les principaux coupables. Voyez, maintenant, je veux bien admettre qu'on ait des réflexes low-tech. Ça me paraît une très bonne idée, excellente idée. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Hein. On peut avoir, on va dire, des réflexes, on va dire, d'économie de cette énergie. Pourquoi pas? Bon, encore une fois, le problème, on peut en discuter pendant longtemps. Alors je sais que je vais vous faire hurler en disant ça, mais je vais quand même le dire. La fabrication d'énergie la plus propre, c'est l'énergie nucléaire. Alors, ça peut paraître curieux, hein, sauf que l'énergie nucléaire, là par contre, on dégage beaucoup de vapeur d'eau, c'est vrai, et donc ça a des conséquences sur les gaz à effet de serre, enfin, sur le comportement donc, des couches élevées. Mais ça consomme beaucoup moins, enfin, c'est moins dangereux que le charbon ou que les centrales hydrauliques. Je pourrais vous donner des chiffres, si vous voulez, de comparaison entre ces différentes formes d'énergie. Il n'y a absolument pas photo. Et parce alors, on nous dit, oui, mais c'est vrai, il y a des produits, les centrales nucléaires fabriquent des produits, des déchets qui ne sont pas, on ne peut pas les détruire parce que ce qu'on appelle leur période atomique, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié de la masse atomique se transforme, hein, ce qu'on appelle la période atomique, peut durer effectivement, dans certains cas, plusieurs millions d'années. Je suis d'accord avec ça. Sauf qu'il faut savoir ce que l'on veut. Là, on parle donc de pollution numérique à cause du TI. Le TI n'est pas un grand pollueur, ce n'est pas vrai. Par contre, la production d'énergie, alors à ce moment-là, ça ne nous concerne plus. La production d'énergie peut être plutôt en faveur de l'énergie nucléaire, parce que quand même pas oublier une chose, c'est que nous sommes une bombe atomique, nous, la planète Terre. C'est une bombe atomique. Il suffit d'aller faire un petit trou un petit peu profond et vous allez vous retrouver avec des masses en fusion nucléaire, en fission nucléaire. Donc, quelque chose, on est une bombe atomique. Donc, je reconnais que ce n'est pas l'idéal hein, d'avoir des déchets comme ça qu'on ne peut pas donc détruire, mais il faut arrêter de se tromper quand même. Et là, maintenant, on a encore une contrainte supplémentaire, on nous pourrit la vie en nous disant il faut absolument que vous réduisiez votre consommation électrique comme si nous étions les plus coupables de la planète. Bon. On nous dit par ailleurs, là encore ça fait partie donc de la pensée unique, on est éclectique, les protocoles Internet sont sécurisés. Alors j'ai souvent eu l'occasion d'en parler, ça c'est la plaisanterie du siècle, hein. C'est l'escroquerie du siècle. Les protocoles, quels qu'ils soient, créés donc en 1983-84, IP, DNS, TCP, UDP, enfin tous, ils sont tous nuls. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été faits pour ce qu'on veut leur faire faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça la raison. C'est donc ils sont peut-être à l'époque, en 1983, avec les 3 ou 4 universités qui se battaient en duel sur Internet, ça pouvait se comprendre, mais pas maintenant. Maintenant, c'est plus possible. Donc, en plus, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a aujourd'hui plusieurs milliards d'utilisateurs avec on va dire des protocoles qui sont implémentés dans les systèmes d'exploitation, dans les navigateurs, enfin dans tout, quoi. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Bon. Donc, en fait, si vous voulez, on peut estimer, on a essayé un petit peu d'évaluer ça, la faiblesse des protocoles, on va dire, je ne vais pas dire la faiblesse, la nullité des protocoles Internet représente à peu près entre 10 et 30% des développements qu'on est obligé de faire et protections qu'on est obligé de mettre en œuvre du fait de leur inefficacité. Alors, il ne faut pas me raconter d'histoire. Hein. Le problème, c'est que les protocoles d'Internet ont été largement chapeautés par les agences américaines et donc on peut difficilement revenir en arrière parce que de toute façon, on ne pourrait pas. On a imaginé comment ça pourrait donner pour le faire, mais enfin, ça paraît assez impensable. Autre point, bien sûr, on en a parlé récemment hein, dans l'un de nos webinaires, c'était les GAFAM. Les GAFAM nous veulent du bien, mais bien sûr que non, voilà, certainement pas. Hein.
c'est un nouveau pouvoir. Hein. Vous avez vu que c'est la troisième puissance donc, mondiale hein, de la planète, en supposant qu'ils soient ensemble. Et donc, ils ont un pouvoir maintenant qui est quand même extraordinaire. Alors, juste un point, encore une fois, pour faire référence à ce qui s'est passé hier au Capitole. Instagram, donc Facebook, Instagram et donc Twitter ont coupé donc le compte de Donald Trump. Bon, c'est tout ça très bien. Hein. Mais est-ce qu'ils avaient le droit de le faire? C'est une décision politique, ça. Eux ils fournissent un produit, alors je sais bien ce que je dis peut peut-être vous choquer, mais quand on réfléchit un tout petit peu, est-ce que c'est le rôle de ces réseaux sociaux que de faire ça? Je n'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, on voit bien que le comportement aujourd'hui est un comportement supra-politique de la part de ces on va dire, des GAFAM. Hein. En fait, moi, je pense que le problème des données manipulées par les GAFAM, c'est un problème mineur, finalement, sur le long terme. Hein. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus inquiétant, c'est la couverture multi-compétences qu'ont ces opérateurs. Un Google et un Facebook, surtout Google, ont quand même interviennent aujourd'hui dans des domaines tels que la santé, les communications, les satellites, les fibres optiques sous-marines, ils sont partout. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si bien, un Google devient la première puissance économique au monde, tel que c'est parti? Et je pense que ça, c'est quand même très inquiétant. D'autant plus que ce sont des entreprises qui ne sont pas philanthropiques et qui ne nous veulent pas que du bien. Autre point, on nous parle des monnaies cryptographiques. Alors, on nous met en avant, bien entendu, les scores absolument extraordinaires obtenus par le Bitcoin. Hein. Écoutez, moi je crois que ce ne sont pas des monnaies. Ce sont des valeurs de... D'abord, Bitcoin ne peut pas être une monnaie pour une raison très simple. C'est qu'une monnaie, elle épouse donc l'économie d'un pays. Et la banque centrale de ce pays est là pour faire en sorte que justement il y ait correspondance entre l'économie, éventuellement les réserves d'or, et puis la monnaie qui est imprimée. Et donc ça épouse. Mais là, ce n'est pas possible. Bitcoin, il est fini. Il est fini. Il ne peut pas y avoir plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Et donc c'est uniquement du gré à gré, mais ce n'est pas une monnaie. On peut considérer ça comme une valeur de refuge. Pas le contraire, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je crois plutôt que c'est une pyramide de Ponzi, on pourra en parler dans quelques temps. Hein. Ce n'est pas une monnaie. Et en plus, il ne faut pas confondre monnaie cryptographique avec la blockchain. La blockchain, c'est vrai, la blockchain présente un gros intérêt parce que le partage d'une vérité entre un certain nombre d'ayants droit ou de partenaires dans une communauté publique ou privée, ça, c'est intéressant. Mais la monnaie elle-même, quand on regarde bien les motivations, d'ailleurs j'y reviendrai dans un instant, on voit bien que ce sont des motivations de réaction, souvent à la domination du dollar, par exemple. Mais sur le fond, en tout cas la Bitcoin, de mon point de vue, les autres c'est un petit peu différent, mais la Bitcoin, de mon point de vue, n'est pas une monnaie. Mais malheureusement, ça a des conséquences qui peuvent être multiples en économie, en politique, en sociologie, en éducation, partout. Donc c'est quand même essentiel. Bon, alors, donc, valeur de refuge pour les conséquences donc, des GAFAM qui sont quand même très très proches de tout ça. Les monnaies cryptographiques, donc, qui à mon sens ne servent pas à grand-chose. Hein. Bon, vous voyez, donc, encore une vérité qui appartient donc, à la pensée unique qui me paraît fausse. Autre point, les algorithmes vont dominer le monde. D'abord, il ne faut pas confondre l'intelligence artificielle et puis avec le cerveau humain. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas confondre non plus homme augmenté, c'est-à-dire avec on va dire des prothèses dans tous les sens, avec intelligence. Tout à fait différent. On peut toujours écrire que data is God, c'est vrai, mais ça ne va pas les rendre plus intelligentes pour autant. Ça, c'est du texte, enfin, ça n'a aucun sens. C'est un délire total entretenu par des gourous qui sont pourtant pas stupides. Je pense à Kurzweil, par exemple, sur le transhumanisme ou sur la compagnie Calico de chez Google qui a décidé de tuer la mort. Il faut quand même arrêter de délirer. Donc les algorithmes ne vont pas dominer le monde. Ils vont nous remplacer peut-être, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous dominent, parce que ce qu'ils font,
eh bien, ils ne font que simuler notre comportement. Mais l'intelligence, la véritable intelligence, c'est bien autre chose. On nous dit également que la dématérialisation est une grande avancée, un grand progrès. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait faux. Ça représente à peu près entre 20 et 30% donc, des processus, on va dire, de gestion, on va dire, dans le monde. Et en fait, ces 20 et 30% sont souvent d'ailleurs le fait de quoi? De grandes entreprises et d'administrations qui vous l'imposent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais quand on a le choix, une entreprise qui veut faire de la dématérialisation pour vendre des produits, ben, déjà, elle n'a pas de standard. Pas simple pour y arriver. Et donc, c'est pour apporter la preuve d'une vérité, donc on n'a pas de solution. Si vous voulez, on n'a pas de caractère générique. Il y a eu à un moment donné une norme qui s'appelait la norme EBXML, donc une grammaire XML, qui permettait de dire si vous voulez travailler avec moi d'une manière dématérialisée, eh bien voilà comment il faut faire. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas capable, sauf contraint, de dématérialiser d'une manière plus avancée donc, les processus. Le big data est une grande réussite. Ah, bon, pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça, c'est un discours marketing et commercial des consultants et des prestataires. C'est comme la transformation numérique. Le big data, c'est un gros fromage et qui les fait vivre. Mais c'est pas vrai. C'est une évolution, le big data, du TI. On a un peu plus de ressources qu'avant et un peu plus de données. Et le big data, surtout, est fondé sur une erreur absolue. Plus les données sont volumineuses, plus les décisions sont pertinentes. Mais je voudrais bien savoir pourquoi. On ne parle pas de qualité, on ne parle pas de filtrage, on oublie qu'il faut insérer donc on va dire des logiciels d'analyse qui ne sont pas du tout matures. Donc, ce n'est pas vrai, ça. On nous dit également dans la pensée unique que ITIL donc, reste le meilleur référentiel du marché. Mais là encore, ce n'est pas vrai. Ceux qui pratiquent, alors je sais que parmi vous, il y en a qui le pratiquent, donc probablement vous l'aimez bien, mais moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est que c'est un référentiel touffu, avec un périmètre qui est beaucoup trop large. C'est vrai qu'ITIL est très pertinent sur la qualité des services, ça c'est vrai, mais par exemple, pour le reste, la gestion des équipements, les problèmes de sécurité, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. En fait, si vous voulez, ITIL est devenu une cible aujourd'hui. C'est une espèce de garant, d'obligation, mais ce n'est pas un outil qui nous sert à grand-chose. En plus, ITIL a beaucoup vieilli, rappelez-vous, ça remonte à 1987. En plus, c'est très bavard, c'est mal adapté aux contraintes modernes, c'est un truc qui est très britannique dans l'approche du bureau du commerce. Bon, c'est vrai que ça peut être intéressant pour avoir une forme d'expression unique, la même pour toute l'entreprise. Mais je doute profondément de son efficacité aujourd'hui, en 2021. Encore quelques points sur la pensée unique. Les câbles de télécom, les câbles vont disparaître, c'est-à-dire le cuivre et les fibres optiques. C'est vrai pour le cuivre. Le cuivre va disparaître, mais certainement pas la fibre optique. La fibre a beaucoup d'avantages par rapport, donc, on va dire, au réseau cellulaire, en termes de temps de connexion, ce qu'on appelle la latence, et puis la vitesse de transmission. Alors, il n'y a pas photo là-dessus. Je pense que l'avenir est beaucoup plus un complément entre des réseaux cellulaires très grande vitesse, c'est vrai, et les fibres optiques. D'ailleurs, vous savez, Facebook et compagnie ne passeraient pas leur temps aujourd'hui à mettre des câbles sous-marins au fond des océans s'ils pensaient que dans un an ou deux, ça serait obsolète. Donc ça, c'est pas vrai. En plus, les backbones, et entre autres les backbones d'Internet, ça reste quand même l'apanage de la fibre optique. On nous dit aussi que le travail va se situer dans les mégalopoles. Ça, c'est une affirmation de l'ONU qui dit qu'en 2050, 50% des humains vont s'agglutiner dans les mégalopoles. Ce qui sont, de mon point de vue en tout cas, des non-sens absolus. Ces mégalopoles empilent les gens de manière incroyable, le symbole étant bien entendu donc Singapour. Parce que les contraintes de Singapour, ou japonaises, ne sont pas applicables partout. Je vois mal les contraintes de Singapour les appliquer au Québec. Je veux dire, avec l'espace du Québec, la place qu'il y a au Québec, ça n'a rien à voir. Pourquoi voulez-vous agglutiner tout le monde à Montréal ou à Québec ou même dans une autre ville? Ça n'a pas de sens. La technologie, par contre, moi je pense que toutes les technologies de communication aujourd'hui sont justement pour faire l'inverse. C'est permettre l'ubiquité d'usage, donc permettre aux gens de se connecter, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, en regardant les vaches.
C'est quand même plus agréable de regarder une vache en train de brouter de l'herbe et vous de taper votre algorithme ou de taper votre programme, pardon, et bien plutôt que d'être empilé dans des espèces de tours qui vont faire 250 étages dans quelques temps. Ça n'a aucun sens. On nous dit également que les réseaux cellulaires sont sans danger. Alors ça, c'est pour vendre. Ça, ce sont les opérateurs qui vous disent ça, ou les intégrateurs qui mentent, car ce sont vraiment des mensonges, parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui concrète dans un sens ou dans un autre. S'il y a des preuves, en tout cas, elles sont bien cachées. A priori, le danger pourrait plus venir donc des smartphones plutôt que des antennes. Bon. Mais en fait, on ne sait rien sur le cumul des ondes électromagnétiques. Donc, il y a quand même quelque chose auquel il faudrait s'intéresser. Et le flou est entretenu par les intégrateurs et opérateurs. Regardez les publicités faites aujourd'hui sur les nouveaux téléphones smartphones. Eh bien, on vous présente le fameux DAS, débit d'absorption spécifique, en vous disant c'est 0,5 watts par kilogramme, c'est une merveille. Mais ce n'est pas vrai, c'est une catastrophe. Il faudrait que ça soit 0,01. Et donc, en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça n'a pas de sens. On nous dit aussi que la BYOD, donc apporter votre équipement donc, au bureau, c'est la panacée. Ce n'est pas vrai. C'est l'une des plus grandes anomalies, de mon point de vue, en tout cas du TI. À l'origine, ça vient d'une mauvaise présentation qui avait été faite par le consultant Forrester et ensuite repris et corrigé donc, par le Gartner. Et tout responsable de TI, et parmi vous, je sais qu'il y en a, et donc on sait très bien qu'on ne peut pas gérer un parc de terminaux si on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Et l'avenir appartient quand même au BYOD, c'est vrai, mais à plus long terme. Pourquoi? Parce que les applications et la sécurité vont s'éloigner des contraintes matérielles. Donc, votre programme, que vous le fassiez tourner sur une machine à laver, sur un téléphone, sur un ordinateur, ça n'aura plus aucune importance. Mais pas maintenant. Maintenant, la gestion, vous savez, la gestion donc, des terminaux avec les EMM, ce qu'on appelle les EMM, ou les MDM, Mobile Device Management, il faut connaître les équipements, sinon on ne peut pas garantir donc, un service. Mais ça, c'est comme ça. On vous dit, bah, il faut y aller. Alors, malheureusement, les directeurs généraux ont entendu et on nous l'impose et c'est une vraie catastrophe. Toujours dans la pensée unique, l'intelligence artificielle est intelligente. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle n'est donc pas, elle n'est pas intelligente. Elle ne fait que donc simuler des comportements humains. Je crois qu'on est au début simplement d'une technologie qui va mettre des dizaines d'années avant de devenir adulte. Mais c'est un tarte à la crème, c'est le rêve incontrôlable, l'argument décisif pour les investissements. On va faire de l'intelligence artificielle, donc on est super, on est dans le centre de l'histoire. Les algorithmes, à mon avis, et en tout cas, et les applications ne font que balbutier aujourd'hui. Il y a un décalage énorme entre le discours des consultants et la réalité. C'est pareil, c'est un énorme fromage. Internet est américain. C'est en partie vrai, mais la propriété d'Internet, à mon avis, est beaucoup plus nuancée. Je crois que ce qui est vraiment américain, c'est le contrôle d'Internet, qui est pratiquement exclusivement américain par ces agences. Mais en réalité, non. Quand on regarde bien, beaucoup d'éléments qui constituent, on va dire, la planète Internet, eh bien, sont dus à des Européens, à des Canadiens, à d'autres personnes. Vous voyez, donc, pas uniquement donc, les Américains. Avec Donald Trump, il y avait un danger de privatisation d'Internet. On peut penser qu'avec Joe Biden, donc, les choses seront donc différentes, mais vous voyez, il y avait quand même, si Donald Trump avait été élu président, il y avait un risque important, et ça voulait bien dire qu'on était les vassaux d'une technologie purement américaine. Alors, l'avenir, donc ça ne sera plus comme ça. Et l'avenir d'Internet, à mon avis, pourrait être qu'indépendant. Et je pense que l'administration d'Internet devrait être assurée par des antennes de l'ONU et pas par des agences américaines. Donc, Internet est américain, c'est vrai dans le contrôle, mais ce n'est pas vrai dans la structure. On nous dit aussi que les villes intelligentes, c'est pour demain. Alors, beaucoup trop optimiste en termes de discours. On confond quelques réalisations ponctuelles sur lesquelles on communique beaucoup, avec un vrai projet global de ville intelligente. Parce que ce n'est pas possible. On n'est pas capable de modéliser donc globalement et d'intégrer tous les aspects d'une ville intelligente. Vous allez peut-être gérer quelques feux rouges, mais gérer la totalité des feux rouges. Et avec la circulation donc, dans la ville, ce n'est pas possible. On ne sait pas faire. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et je crois en plus que le concept de ville intelligente va se heurter assez prochainement à celui de RGPD. Quelles sont les données que vous avez le droit de manipuler? Après tout,
Et je pense que ça va être un véritable blocage, tout au moins pour les pays qui sont susceptibles donc, de respecter ça. Les machines quantiques, là encore, on en avait parlé dans l'un de nos webinaires, donc sont l'avenir des machines, pas seulement scientifiques d'ailleurs. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est une fake news, parce qu'on ne maîtrise rien dans le domaine des machines quantiques. On n'est même pas capable de garantir le fonctionnement d'une machine quantique au-delà, même pour faire un certain calcul. Vous voyez, on n'arrive pas à stabiliser la machine le temps suffisant pour qu'elle puisse faire son travail. Il faut arrêter de rêver. Vous voyez. Alors, on se protège. Bien sûr, on se protège derrière une phraséologie absconde. On parlait du principe d'Eisenberg, vous voyez, des trucs, voilà, des qubits, auxquels on ne comprend rien, évidemment. Mais c'est comme on ne comprend rien, donc ça doit être très sérieux. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc peut-être qu'un jour, on arrivera à mettre en œuvre une machine quantique, mais j'attends ce jour avec impatience. Et je suis assez étonné quand je vois les divergences de discours entre IBM, entre Google et puis d'autres. Apparemment, on parle de la même chose, mais on n'a pas les mêmes mots. C'est quand même un peu curieux. Donc, vous voyez, c'est comme pour la suprématie quantique. Hein, chacun essaie de prouver que la suprématie quantique, c'est-à-dire qu'il a inventé une machine quantique capable, qu'aucune machine traditionnelle ne peut battre, hein, c'est ça. Il n'en est pas aux Jeux Olympiques, il faut quand même arrêter avec ce truc. Mais ça, c'est typiquement la technologie derrière laquelle alors on se protège par des mots, mais ça ne va pas plus loin. Les projets agiles. Alors les projets agiles, vous savez, c'est la gestion de projet. Projet agile, on me dit c'est formidable parce que vous pouvez partir sans savoir où vous allez. C'est idiot. Être agile, ça ne veut pas dire être stupide et faire n'importe quoi. Hein. Refuser, par exemple, ce qu'on appelle le refactoring, c'est-à-dire la réécriture de certaines histoires, quand on est avec Scrum, c'est idiot. La documentation et les cahiers des charges sont nécessaires. Voilà. Donc, et ça permettrait peut-être d'éviter que certains Eric Mayer de chez Microsoft évoquent, quand il parle d'agilité, il parle de cancer. Bon. L'agilité, ça consiste à être plus réactif dans votre gestion de projet, c'est vrai, et à tenir compte des changements, mais pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Et commencer un projet avant de savoir où vous allez. C'est comme si on vous disait, on y va en voiture. Oui, mais on va où? Ben, c'est exactement ça. On démarre, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où on va. Ça n'a pas de sens. Et donc, je crois que par ailleurs, l'agilité est autant un état d'esprit, finalement, qu'un ensemble donc, de bonnes pratiques. Les technologies sous licence, alors ça c'est le problème entre l'open source et, donc, puis les solutions propriétaires. Je pense que la plupart des fournisseurs, à commencer par Microsoft, vont maintenant vers un modèle qu'on appelle un modèle open core, c'est-à-dire avec des versions gratuites pour attirer le chaland, et puis des versions donc, payantes qui, elles, seront donc baptisées premium en général. Hein. Bon, mais ça n'empêche quand même que l'open source est en train de gagner. Que ce soit sur les logiciels, sur les API, sur les architectures matérielles, tout ce qui est standard va avoir une connotation open source. Et finalement, les produits, à terme, seront donc des produits sous licence, vont mourir. Plutôt, ça sera plutôt l'implémentation, Microsoft, Google, Oracle, qui vous voulez, l'implémentation de standards qui, eux, seront open source. Voilà. Donc, les technologies sous licence sont encore de l'avenir, je n'y crois pas. La blockchain est un concept flou. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, ne pas confondre donc, les monnaies cryptographiques avec des algorithmes de blockchain. Je pense que la blockchain est une philosophie de traitement d'une vérité qui est extrêmement intéressante pour les architectures applicatives donc, de demain. Elle interviendra donc de plus en plus, c'est certain, hein, dans tout ce qui posera donc un problème de vérité partagée. Et ça c'est certain. Maintenant, pour ceux qui nous disent la blockchain, ça n'a pas de sens, ou ça n'existe pas, ils ont tort. Elle est en devenir, cette blockchain. On commence à la voir maintenant, mais elle est en devenir. On dit aussi que l'intelligence artificielle est un drame pour l'emploi. C'est pas vrai. Alors, globalement, on peut dire que l'intelligence artificielle et la robotique façonnent l'emploi de demain. C'est vrai. 50% des emplois d'aujourd'hui seront impactés d'une manière ou d'une autre dans les années qui viennent. Quand on regarde la création des emplois et la destruction des emplois, donc toujours à cause de l'IA donc et la robotique, eh bien, la création est très majoritaire. En fait, il va falloir, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes métiers, donc il va falloir peut-être s'habituer donc, à un peu plus de flexibilité, une capacité donc, à changer de métier, ce que savent très bien faire nos amis canadiens
mais beaucoup moins en France, hein, beaucoup moins en Europe, hein, ne pas être bloqué par les habitudes. L'intelligence artificielle et les changements de périmètre de ces métiers vont nous obliger à ouvrir les armoires et les têtes. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire sur, j'aurai peut-être 2 ou 3 minutes de retard si vous me le permettez, sur cette pensée unique, la transformation digitale et l'avenir du TI. Ben, je ne pense pas du tout, c'est un engouement plus qu'une nécessité. C'est un concept comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc concept marketing donc artificiel qui fait vendre. Bon, ce n'est que l'usage finalement des technologies numériques, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Et il y a un marketing outrancier là-dedans, voire menaçant. C'est-à-dire que si vous ne faites pas la transformation digitale, vous passez pour le dernier des derniers, et vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire, donc il faut vous remplacer. C'est idiot, ça n'a pas de sens. La transformation digitale, ce n'est qu'une évolution normale. On nous parle aussi de l'approche bimodale de la gestion de projet. Ça, c'est une invention du Gartner, je dirais une stupidité du Gartner. D'abord parce qu'il ne peut pas y avoir les anciens et les modernes. Il n'y a pas les agilistes d'un côté et puis ceux qui pratiquent des méthodes anciennes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Il y a un grand danger de toute façon à vouloir séparer des problématiques mobiles d'IoT d'un côté avec des problématiques traditionnelles d'avant. Ça n'a pas de sens parce que vous allez fabriquer 2 informatiques. Donc, c'est pas bien. Donc, c'est une utopie qui rejoint, à mon sens, celle du shadow IT, c'est-à-dire l'informatique de l'ombre, hein, parce que les deux conduisent à la création de plusieurs informatiques. Et à ce moment-là, c'est une vraie catastrophe. Donc, c'est une erreur, enfin, c'est une catastrophe, ce truc-là. Et le Gartner, on ne lui demande pas des comptes aujourd'hui, mais on devrait. Pour terminer, donc, le directeur du TI sert encore à quelque chose. Alors, parmi les directeurs de TI que vous êtes, hein, soyez pas triste, hein, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Son sort, à mon sens, donc, il est scellé sur le long terme. Le basculement sur le cloud va réduire son influence et limiter donc ses interventions. Ce n'est plus un métier donc d'avenir et le prestige a été laminé par le consumérisme, j'ai bien connu ça. Et donc c'est surtout maintenant un donneur d'ordre qui fait faire mais qui ne fait plus. C'est pas, en plus c'est un métier pourri, on passe votre temps à demander des comptes, à respecter des machins genre RGPD, des trucs. Vous ne pouvez plus, quoi. C'est absolument insupportable. Vous ne faites même plus un millimètre de technique comme on le faisait auparavant. Donc ça ne présente aucun intérêt. Et enfin, le pouvoir du TI doit être détenu par les utilisateurs. Alors, ça fait 40 ans qu'on se tape dessus entre utilisateurs et gens du TI. Le moment est peut-être venu maintenant d'enterrer l'âge de guerre. Je crois que les projets agiles, entre autres, ont montré l'intérêt de confier les véritables responsabilités des projets de développement aux ce qu'on appelle les PO, vous savez, les Product Owners, donc en fait des utilisateurs. Hein. C'est vrai que la technique passe au second plan, mais c'est normal. Même si elle reste importante, mais elle est quand même un peu secondaire. Ce qui est important, c'est de découper le périmètre fonctionnel, métier de ce qui est à faire, et ça, c'est un problème d'utilisateur. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Hein. Les grands projets réussis sont ceux pour lesquels le métier a pris le pouvoir. Moi, ça ne me gêne pas, je suis du TI. Moi, je me sens tout à fait à l'aise quand on me dit que vous dépendez donc d'un utilisateur. Voilà, ben, tout ça, ça me fait un gros paquet, on va dire, un gros paquet de choses auxquelles je ne crois pas. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Si vous êtes choqué, envoyez-moi un courriel, là, vous l'avez, c'est claude@lemarçon.com. Je serai ravi donc, de discuter, bien entendu, donc, avec vous. Hein. Alors, je vous ai mis également ici, donc, nous avons publié donc, les webinaires que nous allons faire d'ici la fin juin déjà. Donc, vous avez la liste donc, qui apparaît ici. Il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants, je crois, parce qu'on va vraiment beaucoup s'amuser. Donc, voilà, on va se retrouver. Puis, il y en aura d'autres. On va faire des plateaux télévision maintenant, donc avec plusieurs opérateurs, un en particulier, auquel je vous convierai bientôt. Vous allez recevoir donc un message pour ça. Le thème, alors les 4 personnes qui vont débattre, le thème, ça va être est-ce qu'avec le télétravail et puis le Covid, est-ce que les utilisateurs vont devenir complètement fous ou pas? Ou est-ce qu'ils ont une chance de s'en sortir? Sur cette idée, on va dire, optimiste, je vais donc cesser de partager mon écran, il ira apparaître un peu plus. Voilà. Je vais donc vous remercier de votre attention. J'espère que je n'ai pas dit trop d'horreurs qui vous ont donc choqué. Hein.
Je crois sincèrement à ce que j'ai dit. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'en ai. J'en ai un peu assez de cette pensée unique. On nous dit de penser comme ça. Moi, j'ai envie de penser autrement si j'ai des arguments pour le faire. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Donc, merci infiniment pour votre attention. Encore une fois, bonne année. Bon confinement, malheureusement. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci. À bientôt.